Bonsoir à tous, bienvenue à l'introduction de la troisième séance de NFP 135. Je me place sur la page de l'unité d'étude. Donc je regarde la troisième ligne ici, c'est ce que je voudrais vous apprendre cette semaine. D'abord, on regarde les slides. Voilà, je télécharge les slides. Et vous voyez que ça commence avec le slide 14, en bas à droite, c'est 14. Donc, ça veut dire on continue le slide de la dernière semaine. Et il y a des exercices sur processing. En fait, ce qui est un peu atypique pour cette semaine, c'est qu'il y a un seul slide avec des questions de processing. Par la suite, on passe aux notions d'architecture d'ordinateur. On apprend l'architecture des machines. Donc ici, l'objectif c'est de comprendre ce qui se passe dans votre machine lorsque vous faites quoi que ce soit sur ordinateur. De manière générale, je fais ça parce que, je répète, NFP 135 est censé remplacer une année d'études en informatique. L'objectif c'est pas que d'apprendre Java ou processing. Donc, pour comprendre une machine informatique, il faut comprendre, en fait, aujourd'hui, c'est l'architecture des ordinateurs. Il faut aussi avoir des notions de système d'exploitation, Linux, Windows, réseau. Donc, je vous laisse par la suite regarder la vidéo que j'ai déjà déposée en ligne où toute cette histoire est expliquée plus en détail. Donc, je vais juste parler un tout petit peu de ce slide numéro 18. Parce que je trouve que c'est important d'insister sur les couches génériques d'un ordinateur. Regardez à gauche, à droite, tout en haut à droite, c'est l'utilisateur. L'utilisateur ne touche jamais le matériel informatique au sens physique. On touche jamais, disons, à l'électricité à l'intérieur de la machine informatique. L'utilisateur, il a une interaction avec des applications. Les applications, ça peut être c'est les programmes qui nous permettent de réaliser des tâches, y compris jouer, y compris aller sur Internet, des programmes comme Processing et Java. Les applications non plus, elles n'ont pas de contact direct avec le matériel informatique. Ils n'ont pas d'idée que derrière la machine, il y a des signaux électriques. Une application peut tourner aussi bien sur un ordinateur, si vous voulez, électronique, mais si un jour quelqu'un arrive à inventer, je ne sais pas, un ordinateur biologique à base de molécules qui interagissent pour faire des calculs, si jamais ça se passe, les applications vont rester en place, les mêmes. Parce que les applications vont interagir avec le système d'exploitation. Et si jamais un jour on conçoit un système d'exploitation basé sur de la biologie, disons un ordinateur biologique si vous voulez, dans ce cas-là, c'est cette couche-là, système d'exploitation, qui va se charger de comprendre, disons, la biologie, ou dans notre cas, c'est l'électronique, pour qu'on puisse bâtir sur le système d'exploitation des applications. Parce que le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige, on dit qu'il dirige l'utilisation des ressources de la machine par les programmes de la couche supérieure logicielle. D'accord? Et la couche matérielle, là on trouve la machine physique, y compris le processeur, la mémoire vive, les disques durs, tout ce qui est électronique aujourd'hui, matériel électronique. Mais je répète, si un jour quelqu'un remplace le matériel électronique par un matériel d'une autre nature, si jamais il fait ça, il sera obligé, pour que son ordinateur soit utilisable, il sera obligé de fournir aussi un système d'exploitation pour sa nouvelle paradigme d'ordinateur. Et par la suite, les programmes qu'on a déjà conçus pour tourner par exemple sur un système d'exploitation vont rester les mêmes. Donc, du coup, le reste du cours donne plus de détails sur les fonctions du système d'exploitation. Et par la suite, on passe à la couche physique où, grâce à cette image-là, je donne en détail de ce qu'il y a dans la boîte. Le boîtier que je présente ici, c'est pas
quelque chose de dernier cri, c'est pas l'objectif, parce que les nouvelles ordinateurs sont très durs on a du mal à voir les composantes à l'intérieur, donc j'ai pris un ordinateur qui date d'il y a une quinzaine d'années, mais le principe c'est le même. Okay. Donc, et n'oubliez pas à la fin du cours, faites attention s'il vous plaît à la notion de mémoire pour bien comprendre ce que c'est un octet, un mégaoctet et un bit. Donc par exemple ici, j'explique pourquoi si on a une valeur numérique codée sur 8 bits, si je mets des 0 partout, ça donne la valeur 0, 0. Si je mets des 1 partout, la plus grande valeur que je peux coder sur 8 bits, c'est 255. C'est pour ça que lorsque vous allez coder sous processing, lorsque vous allez tracer des choses en couleur, chaque couleur rouge, vert et bleu occupe un octet. Et si ça occupe un octet, ça veut dire que la valeur min c'est 0, et la valeur max c'est 255. Cette valeur 255 qu'on trouve sous processing, donc très souvent en informatique ailleurs, c'est pas une valeur sortie du chapeau. C'est pas 255 comme ça aurait pu être 232. Non. Il y a une explication mathématique qui concerne les octets et les bits. Je vais plus m'attarder sur ces aspects-là, mais je vous invite vivement à regarder les explications les explications plus détaillées que vous allez trouver si vous consultez la vidéo numéro 3. Mais pour finir, je reviens au début du cours numéro 3. Donc, si vous cliquez sur les slides, vous récupérez le début. C'est le seul slide où on parle de processing. C'est le slide 14. Et si vous regardez programme slide 14 ici, vous trouvez le programme que j'ai tapé l'année dernière pour résoudre la tâche indiquée au slide 14. Donc, je prends le programme, je le copie dans un fichier qui va me permettre de l'exécuter. Voilà. Ici, quand vous voyez slash étoile, ça veut dire que je commence le commentaire. Le commentaire commence ici, ça se termine ici. Parce que ici, j'ai mis en commentaire le point numéro 1 du slide 14. Je fais pareil pour le point numéro 2. Ici, le commentaire slash, ça permet de commenter une ligne. Et je laissais afficher le point numéro 3 du slide 14. Donc, nous, ce qu'on va faire, je mets tout en commentaire au niveau du point numéro 3. Donc, le programme, je prends le programme de la semaine, de l'année dernière. Je reviens au point numéro 1. J'enlève ce commentaire. Et comme ça, ce bloc de code permet de résoudre le point numéro 1. C'est comme ça que vous travaillez. De quoi il s'agit? Donc, on veut tracer plusieurs cercles à des positions aléatoires. Je rappelle que random x renvoie une valeur aléatoire de 0 à x. Vous mettez random 9, ça renvoie à une valeur réelle de 0 à 9. Si vous voulez faire une boucle, comme on a vu aussi dans le dernier TP, si vous voulez faire un truc, 100 fois, il suffit de taper ça. Je ne vais pas donner plus de détails que ça là tout de suite, mais juste pour avoir une idée, c'est bon. Vous prenez une valeur de i égale 1, de i égale 1 passe à i égale 2, i égale 3, et comme ça jusqu'à i égale 100, tant que i reste inférieur ou égal à 100, entre les accolades, j'exécute un bloc de code. Et en plus de ça, donc je veux tracer des cercles à des positions aléatoires, et en plus de ça, je veux ajouter de la couleur. Le premier cercle doit être rouge, et ensuite la couleur doit glisser graduellement vers le bleu. Donc voilà, je prends le programme, et voilà. Grâce à cette instruction-là, voilà, je déclare Cx. Et je peux lui affecter tout de suite une valeur aléatoire, mais je peux que laisser comme ça, voilà, je peux faire comme ça. J'ai le centre du cercle X, centre Y du cercle. J'exécute ça 256 fois. Qu'est-ce que je fais 256 fois? Pour i de 0 à 255,
Je prends un centre X aléatoire, un centre Y aléatoire. Pourquoi 600? Parce que c'est la taille de la toile. Je fais un cercle de diamètre 250 et je lui mets quelle couleur ici? Je lui mets la couleur, regardez, fil. Ça c'est le taux de rouge. Si I démarre de 0 à 255, ce truc-là, cette valeur-là, va diminuer. Ça démarre pour I égale 0 à 255, et à mesure que I augmente, le taux de rouge diminue. Ici, rouge, le taux de vert, il est fixe à 0, et le taux de I, à mesure que I augmente de I à 255, le bleu augmente à la même vitesse que I, en même temps que I. Et un quatrième paramètre à fil, c'est un paramètre qui permet de donner une certaine transparence aux ellipses qu'on va tracer. Le mieux, c'est de voir le programme exécuté. Ouais, ici, j'ai 255 cercles, 256 cercles, parce que je commence à 0. La taille de chaque cercle, c'est 250, donc le rayon de chaque cercle est le même. Et c'est des cercles qui commencent avec des couleurs rouges, et la couleur, comme demandé dans les slides, glisse graduellement vers le bleu. Donc vous voyez, j'ai une belle image. C'est quelque chose que vous pouvez montrer à des gens qui ne connaissent pas l'informatique. Et ici, si j'augmente cette valeur-là, regardez ce qui se passe. Les cercles deviennent de plus en plus opaques. Lorsque j'avais mis une valeur de 10, il y a une belle transparence dans les cercles. Okay? Donc j'espère que vous trouvez ça plus ou moins joli pour un programme fait à la 3e séance. D'accord. Alors par la suite, je vais mettre en commentaire le point numéro 1 et j'explique le programme du point numéro 2 du même slide 14. En fait, le plus simple, c'est de regarder ce qui se passe ici. Pareil, CX et CY. Jusqu'ici, c'est pareil que tout à l'heure. La couleur, c'est pareil que tout à l'heure. Mais si on regarde la consigne, si vous voulez, le numéro 2, on veut mélanger les figures. On veut d'abord tracer un cercle, par la suite un rectangle. Un cercle, un rectangle, un cercle, un rectangle, un cercle, un rectangle. Donc si vous regardez bien, vous voyez, ici il y a un problème de codage de caractères. Donc lorsque je téléchargeais le fichier, lorsque je l'avais transféré grâce à l'internet, il y a des problèmes de codage de caractères. Et c'est pour ça que j'ai reçu le programme comme ça. C'est pour ça que je vous dis, moi je mets des accents dans le code s'il s'agit d'un commentaire. Retenez ça. S'il s'agit d'un commentaire, ok, on peut mettre des accents, c'est pas trop grave. Mais ne mettez jamais d'accent, par exemple, dans le nom d'une variable. Vous allez avoir que des problèmes de codage de caractères lorsque vous transférez votre fichier de votre machine sur une clé USB, je sais pas, ensuite sur un autre support, vous récupérez le programme sur un autre ordinateur, vous risquez des problèmes de codage de caractères. Bon, mais pour revenir à la question, donc la seule différence par rapport au programme du point 1, c'est que l'appel ellipse, l'appel ellipse, il a été remplacé par ça. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Ici, l'opérateur pourcentage calcule le reste d'une division. Ici, on dit que si le reste de la division de i par 2, c'est 0, ça veut dire si i est une valeur paire, si i est une valeur paire et je divise une valeur paire par 2, je me retrouve avec un reste de 0. Donc si i est paire, je fais une ellipse comme tout à l'heure. Mais si i est impair, je fais un rectangle c'est juste qu'au lieu d'appeler ellipse, avec les mêmes valeurs, j'appelle un rectangle. Le truc rouge affiché par mon éditeur de texte m'indique que ici, cette ligne-là essaye de fermer un commentaire et on ne voit pas où on l'a ouvert parce que le commentaire, il était
il était ouvert tout à l'heure et j'ai enlevé le point slash qui démarrait le commentaire. J'avais oublié d'enlever la fin du commentaire. Ça. Donc, j'exécute le programme. Et là, c'est un peu comme tout à l'heure. Sauf qu'une fois je trace un cercle, une fois un rectangle. Une fois un cercle, une fois un rectangle. D'accord? Voilà. Je remets cet exercice en commentaire. Je dois avouer que c'est des exercices assez difficiles. Moi, je me permets de les faire, mais pour la troisième séance, vous n'allez pas avoir un TP avec des questions si difficiles. Il n'y aura pas autant de boucles fortes dans le TP3. Donc, pour finir, voilà, la dernière chose, on a écrit un autre programme pour réaliser un dégradé. Voilà, je pars de bleu et j'arrive à vert. Je veux fabriquer cette image-là, si vous voulez. C'est si simple que ça. Ce que je veux, c'est fabriquer cette image-là. Comment je vais la fabriquer? Je ne peux pas tracer un rectangle en lui donnant une couleur comme couleur en dégradé. Processing ne permet pas ça. Alors, je vais réaliser le rectangle grâce à 256 barres, 256 lignes. Voilà, donc ça c'était le code de ce programme-là. C'est un peu difficile parce qu'il faut ici calculer les dimensions. Et si vous voulez, ce que je peux vous dire, la hauteur de la toile c'est 70. C'est pour ça que la hauteur de chaque ligne que je vais tracer c'est 70. Comme ça vous comprenez que chaque ligne commence du haut, coordonnée verticale 0, et ça arrive ici. Par contre, ici je trace deux lignes pour chaque nuance de dégradé je dois partir de bleu à vert. Donc en fait, comme ma boucle fait 256 tours, et comme chaque ligne représente 2 pixels si vous voulez, je me retrouve avec une toile de taille 256 x 12 x 2, ce qui donne cette valeur-là. C'est bien de retenir les puissances de 2 parce que c'est des valeurs qu'on retrouve très souvent en informatique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites bien attention au dernier slide de ce cours parce que je donne plus de détails sur le binaire. C'est des choses dont on a besoin tout le temps. Et juste ici au niveau du premier slide, on a, si vous voulez, besoin au premier slide, on a besoin du dernier pour comprendre d'où ça sort ces valeurs-là. Donc ici, ça me permet, grâce à stroke, tout à l'heure j'avais utilisé fill. Fill c'est la couleur de remplissage. Stroke c'est le contour, les traits. Comme ici j'ai deux lignes, la ligne n'a pas de remplissage, donc j'ai dû modifier avec stroke la couleur de la ligne. La couleur de la ligne, c'est quelque chose entre vert et bleu. Lorsque i est très petit, pour i égale 0 par exemple, j'ai 0 vert et 255 bleu. C'est pour ça, tout au début, je vais tracer des lignes bleues. Au fur et à mesure que i augmente, le taux de vert augmente ici et le taux de bleu diminue. Donc chaque nouvelle deux lignes que je trace, pour chaque valeur de i, j'ai deux lignes aux coordonnées horizontales 2i et 2i plus 1. Ces lignes-là, à mesure qu'elles se déplacent de gauche à droite, elles deviennent de plus en plus vertes et de moins en moins bleues. Ok? Et pour avoir un résultat facile à envoyer à quelqu'un d'autre, on peut appeler l'instruction processing save qui permet de sauvegarder l'image qu'on a tracée. Donc si j'exécute ce programme-là, il fait le dégradé comme prévu. Et en plus de ça, dans les fichiers ici, il a créé aussi un fichier GIF. C'est ce fichier-là que vous voyez. C'est mon éditeur, c'est mon logiciel qui le présente, si vous voulez, avec le noir. Le noir autour de l'image ne fait pas partie de l'image, vous comprenez? Donc l'image c'est ça.
comment dire, oubliez le noir autour de l'image. L'image à proprement parler, c'est juste la partie qui n'est pas noire. Donc vraiment, c'est l'image que je souhaitais avoir, celle-là. Et si vous apprenez à coder comme ça avec Processing, déjà, vous pouvez relativement vite faire des mini-œuvres d'art que vous pouvez montrer à d'autres collègues à vous, à votre famille ou à quelqu'un d'autre, parce qu'on obtient très facilement même le fichier, même un fichier avec le dessin que vous venez de tracer. D'accord, donc je répète, on est à la séance numéro 3. Le programme du slide 14 que vous voyez ici, c'est le seul programme que j'ai tapé, c'est celui-là. C'est le programme du premier slide. Le reste de cette semaine, on évoque des notions d'architecture de machine en relation avec le système d'exploitation. Donc l'ETP, si on jette un coup d'œil sur l'ETP, si vous regardez, les exos que j'ai faites moi dans le cours sont assez durs, comme je disais, parce qu'il y a ces boucles fortes avec 256 tours de boucle, mais le sujet de TP, dans le sujet de TP, il n'y a pas beaucoup de forts. Je pense qu'il y a une seule section où on va utiliser la boucle for. Mais pour le reste, c'est un sujet qui démarre en douceur et qui est beaucoup plus facile que l'exo que je viens de résoudre moi-même, mais j'ai fait cette semaine des exos un peu plus difficiles dans cette séance d'introduction pour que vous puissiez voir la puissance de ce langage processing et pour voir avec quelle facilité on peut tracer des figures assez complexes. Et je l'espère jolies. Si vous les avez trouvées jolies, à vous de juger. Mais l'idée, c'est qu'on va pas se contenter dans ce cours de réaliser des petits dessins comme ça avec 2 ou 3 figures grâce à la boucle for. On peut générer vraiment des choses très très avancées. Donc, avec ça, j'ai fait le tour de la question de cette semaine. On est le 10, je vais déposer la vidéo sur YouTube et on se voit, je l'espère, très nombreux, le lundi 16 à 19h, de 18h à 19h. Et vous allez pouvoir me faire un retour ou me demander de faire d'autres dessins comme ceux que vous avez vus, ou bien des précisions sur la partie architecture. Venez comme vous êtes, je sais pas. Posez-moi toutes questions. À bientôt.